l'approche individuelle dans un voyage, c'est-à-dire ce qu'on va y chercher pour soi, il ne faut pas l'occulter. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait notre accomplissement personnel. On considère que les voyageurs sont nés au XVIe siècle et qu'avant cela, on ne parlait pas de voyage, mais on parlait de déplacement. Tout simplement parce que le déplacement ne pouvait être qu'utile et raisonné. Il avait une fonction. Tu partais pour quelque chose et c'est tout. Et moi, je défends la thèse que non, les premiers voyageurs ne sont pas au XVIe siècle, mais seconde moitié du XIIIe. Chez certains pèlerins, certains ne partaient pas pour le pèlerinage, mais partaient par désir de découverte et d'aventure, c'est-à-dire pour notamment une exploration de leur propre singularité. Et ça, à l'époque, c'était absolument inconcevable. Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je suis Anne B et je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie à toi, oui, de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast. Toutes les explications sont sur storylifique.com et d'avance, je te dis merci. Revisiter le temps par le geste. C'est la très belle formule de notre guide du jour sur nos chemins d'aventure, Willy Minec. Il nous entraîne en Occitanie pour une itinérance comme il n'y en a jamais eu encore sur ce podcast, car il s'agit d'une marche, modestement en Occitanie donc, mais elle est tout à fait exceptionnelle et je suis vraiment heureuse de vous la faire découvrir. En effet, Willy a décidé de faire une reconstitution historique d'un voyage dans sa formule médiévale. Donc, il s'agit d'un pèlerinage avec tout l'attirail de l'époque et en conditions aussi réelles que possible. L'aventure, oui, mais mal équipée, c'est pas le pied. Une veste qui se transforme en piscine, une tente qui joue les filles de l'air ou des chaussures qui n'assurent pas votre sécurité, il y a des mésaventures sans intérêt qu'il vaut mieux éviter. Parce qu'un bon conseil peut faire toute la différence, évitez les galères et faites-vous conseiller par des experts. Ils vous attendent en magasin et sur iceadventure.com. Ice Adventure? Adventure is everywhere. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, dit un proverbe indien. Depuis le début de ce podcast, je rêve de transformer mon projet en forêt et je le fais avec l'ONG Graines de Vie et vos oreilles. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de leur programme Une forêt pour ma vie qui vous permet de compenser votre empreinte carbone en plantant des arbres. Graines de Vie propose de planter en votre nom 5760 arbres afin de compenser l'empreinte carbone de votre vie. Comment ça marche ? Un soutien étalé sur le long terme est franchement pas cher puisqu'un arbre ne coûte que 50 centimes grâce à leur approche que vous pouvez découvrir à l'épisode 2 de ce podcast. Ainsi, vous aurez planté votre forêt, mais également de l'espoir, du soutien aux communautés locales, de la solidarité, des abris pour la biodiversité et une belle dose d'inspiration pour que demain reste source d'émerveillement. Je vous mets un lien dans les notes pour découvrir ce projet en partenariat avec Storylifique. La prix Nobel de la paix Wangari Maathai a dit « Lorsque nous plantons des arbres, nous plantons les graines de la paix et de l'espoir ». Au vu de l'actualité, cela me parle énormément et j'espère que ça vous parlera aussi. Place à l'épisode. Ce jour, je me fais plaisir parce que j'invite un auteur aventurier, évidemment, c'est Willy Minec. Alors, Willy Minec, depuis 20 ans, fait des expérimentations en tout genre, flirtant volontiers avec les milieux engagés, du désert d'Atacama aux montagnes du Caucase, du kayak à la nage, du trek à pied aux bushs australiens, tes projets sont aussi physiques que poétiques. Tu as aussi cette appétence, outre la géographie, pour l'histoire, et ton dernier projet est un voyage à pied. Dans l'histoire, évidemment, avec Le Voyageur de l'Histoire, une reconstitution immersive d'un périple médiéval réalisé fin 2024 en Occitanie pour revisiter le temps par le geste. J'aime beaucoup la formule. Alors, parmi tes nombreuses expéditions, on va parler... c'est toi qui vas nous les énumérer un petit peu et me dire aussi lesquelles ont été fondatrices
pour toi et pourquoi? Parce que souvent, j'aime bien cette phrase qui dit que les rêves font la courte échelle aux rêves et donc réaliser quelque chose, souvent ça donne une envie d'autre chose, une autre idée et ça fait rebondir comme ça pour créer maintenant le parcours que tu as. Mais tout d'abord, bonjour et bienvenue, Willy Minnick. Bonjour Anne B, merci à toi. Dis-moi donc alors, tes expéditions que j'ai un petit peu ébauchées, j'espère sans trop d'erreurs, et tu vas pouvoir me détailler un peu plus. Tout le CV, ça va peut-être être long parce que t'as quand même, t'as pas chômé là, hein, pendant ces 20 dernières années. Oui, ouais, c'est l'avantage, 20 ans, on a de quoi faire. Et donc moi, j'ai eu la grande joie de lire ton livre, quand on avait parlé entre, à deux en off, au tout début pour faire connaissance. Tu m'avais parlé de l'Écosse qui moi j'y ai vécu 1 an, donc forcément j'ai dit: «Allez», alors tu m'as dit: «Alors je te fais parvenir mon livre» et effectivement, j'ai eu grand plaisir de recôtoyer les brumes et les fantômes d'Écosse grâce à tes pérégrinations. C'était vraiment chouette, mais donc il y a aussi déjà, pas mal de choses. Dis-nous un petit peu, ton livre, on le trouve toujours d'ailleurs? Oui, tout à fait. Il est toujours disponible. Anecdotes aventureuses sur mon site web Azimut et compagnie. Ouais, tout à fait, Voilà. azimutetcompagnie.fr. Au niveau des expéditions, donc comme tu l'as bien dit, ça a démarré il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus de 20 ans. Et ça a démarré par une traversée dans le désert le plus aride du monde, qui est le désert de l'Atacama. Pour une chose bien simple, c'est que comme beaucoup de personnes qui partent à l'aventure, ou même tout simplement en voyage, ce qui va nous exciter, c'est souvent ça va être une lecture ou alors des images ou autre, mais souvent une lecture et des fois il y a une phrase ou une allégorie qui va te dire: «Mais comment c'est possible? Attends, ça m'intrigue trop, il faut que j'aille voir» et c'est Mmh. exactement ça pour le désert d'Atacama puisqu'il c'est le désert le plus aride du monde, l'un des plus vieux déserts du monde et moi ce qu'on j'avais entendu, c'était: «Il n'a pas plu là-bas depuis 500 ans, depuis l'arrivée des conquistadors» et je me suis dit: «Mais comment c'est possible sur terre qu'il y ait un endroit où il n'y a pas plu depuis 500 ans?» Et donc je me suis dit: «Il faut que j'aille voir». Je me suis renseigné sur ce désert, le désert qu'on appelle, absolu. C'est une terre abiotique où il n'y a presque plus aucune trace de vie et tu vois, rien que ça, tu te retrouves projeté, 200 ans en arrière dans les grandes heures de l'exploration au 19e siècle et je non, il a fallu que j'aille voir et quand tu dis qu'il y a quelque chose d'initiateur là-dedans, c'est tout à fait ça. C'est qu'au début, tu pars avec, tout un tas d'a priori sur le milieu de l'aventure, tout un tas de peurs, bien entendu, par rapport à un milieu et de peurs par rapport à toi-même parce que finalement, on ne se connaît pas tant que ça, tant qu'on ne s'est pas un peu titillé. Et évidemment, la première aventure, c'est un flash. C'est-à-dire que tu te dis: «Mais d'une, il y a de telles beautés sur terre, pourquoi s'arrêter à celle-ci?» Mais ça, c'est pour tout voyageur, que quand tu rencontres des ethnies, des peuples différents, tu prends goût à l'humain et puis tu prends goût à la beauté du monde et tu as envie d'en découvrir plus. C'est le piège du voyage et en même temps, c'est toute cette gourmandise-là qu'on va chercher. Et puis, il y a évidemment cette confiance en toi que tu acquiers où tu te dis: «Mais j'ai été capable de faire ça, donc je peux aller chercher plus ailleurs, plus loin, plus haut» et Mmh. voilà et tout s'enclenche comme ça. Mmh. Et du coup, après l'Atacama, il y a eu? Alors, non, évidemment, on va pas, comme tu disais, tout énumérer, mais notamment, il y a, la traversée des Highlands écossais en hivernale et le but, c'était d'observer la survivance des légendes celtes. Savoir qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui. L'Écosse, elle est réputée pour ça, pour ces histoires de fantômes dans ces vieilles ruines de châteaux et cetera, au milieu des Highlands et donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?» et ça, tu vois, c'était, ma première expédition où j'ai eu une approche anthropologique. Il y a eu la même sur le voyageur de l'histoire dont on va parler tout à l'heure et c'était la première fois que j'avais cette approche-là et c'était passionnant parce que l'aventure, l'exploration n'a pas qu'une facette. Elle a la facette qu'on veut lui donner et cette facette-là, tu peux la tordre et la elle c'est malléable et tu peux l'adapter en fonction de n'importe quelle science. Toute approche est formidable, que ce soit peut-être artistique, tout ce que tu veux, mais tu peux aborder une aventure sous un pôle absolument, heu, original et c'est ça qui va en faire, quelque chose de passionnant une fois que tu es sur le terrain. C'est pas juste la découverte d'un paysage ou d'un peuple, c'est qu'en même temps tu vas chercher une, une particule spécifique sur ces territoires et ça va donner une dimension tout à fait intime
et surtout tout à fait originale et extraordinaire. Donc il y a eu, voilà, cette traversée des Highlands, mais il y a eu aussi, là, quelque chose de plus sportif, classique, on va dire, c'était un reportage, Les Toits de l'Europe, sur l'ascension du Mont Blanc et de l'Elbrouz, qui se trouve, c'est le vrai toit de l'Europe, c'est l'Elbrouz qui se trouve dans le Caucase russe. Mais il y a Oui. aussi, des choses, plus sur notre territoire, comme la traversée du Gervin. Il y a eu aussi, une aventure au Maroc sur, traversée des gorges d'Achabou, l'ascension d'un 4000. Il y a eu, voilà, plusieurs passages en Nouvelle-Zélande avec la traversée intégrale de la Nouvelle-Zélande. Il y a eu des expéditions dans le bush australien, en Tasmanie. Voilà, bref, donc on alterne entre, voilà, que ce soit aussi scientifique, aller, chercher, des microcrustacés qui se trouvent sur, le lac gelé le plus haut du globe, ou alors, tester des protocoles scientifiques dans la vallée de la mort. Donc ça peut être à portée scientifique, à portée sportive, à portée poétique, ou tout simplement, qu'est-ce que moi, Willy Minec, j'ai envie de faire? Juste pour moi. Quelque chose de très égocentrique, mais juste pour soi. Prendre le temps, se dire: «Je vais prendre une période, 15 jours, 3 semaines, un mois, mais je vais le prendre pour moi», juste ça. Et ça, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher une justification à un voyage. Tant que toi, tu as envie de le faire, je trouve que c'est bien suffisant, et que notre petite vie, le mérite bien. Ouais, c'est comme la musique, il y a pas de Di mots, c'est des Non, vibrations. c'est C'est un ça, truc on qu'on se laisse porter. ressent. Voilà, exactement. C'est une très belle vision de l'aventure. Ouais, j'aime bien cette idée de choses qui voilà, on en prend le goût, c'est un doigt dans l'engrenage Oui, et ouais. comme tu le dis, il y a parfois des raisons et puis parfois il y en a pas et la seule raison, c'est que j'ai envie. Voilà. Voilà, c'est tout, exactement. Et alors, pour le voyageur de l'histoire, j'ai un peu montré à mes petites filles les petites choses que j'ai trouvées à ce sujet pour qu'elles voient, puisqu'elles préparent toujours avec moi. Donc, petite fille, non, je ne suis pas grand-mère. Quelqu'un m'a dit, je crois que tu étais grand-mère, tu parles toujours des petites filles. Non, mais c'est parce qu'elles sont encore petites pour moi. Je crois qu'elles auront 30 ans, ce sera toujours mes petites filles. Vas-y, voilà, mes bébés, elles ont déjà la chance, si je les appelle plus bébés. Donc, c'est 10 et 12 ans. Donc, leur question pourrait très bien commencer la discussion sur le voyageur de l'histoire. Toujours une superbe approche, celle des enfants. Oui, oui, parfois elles ont des Ouais. questions, j'y pensais même pas, quoi. Mais ici, ça va, c'était plus simple, mais ça, c'est tout à fait à propos. Bonjour Willy, pourquoi as-tu pris de vieux vêtements pour ce voyage? Voilà, donc je l'ai montré, donc il fait cette traversée. Mais oui, mais il est habillé bizarrement. Alors voilà, évidemment, bon, j'ai pas encore eu le temps d'expliquer. Donc, c'est quoi ces vieux vêtements que tu Et as été oui, trouvé? les Comment vieux tu les as vêtements. trouvés? Parce que bon, ils sont en charpie maintenant, je suppose. Il a dû fallu faire des reconstitutions. Avec qui, comment, pour être sûr de ton fait? Alors ces vieux vêtements, ce n'est pas un déguisement, c'est un vrai costume. Déjà parce qu'ils m'ont coûté quand même 2 500 €, tout Eh, l'équipement. Oui, donc ils ont été ces vêtements, c'est la base du projet, c'est une reconstitution la plus fidèle possible à l'histoire. L'idée n'étant absolument pas de travestir l'histoire, mais au contraire, plus je vais être fidèle à l'histoire dans cette reconstitution, et plus je vais avoir des réponses à mes questions sur la grande question qui est: comment voyageait-on au Moyen Âge, tout simplement? Mais derrière ça se cachent d'autres hypothèses que j'avais, parce qu'il y a 4 ans de travail, quand même, ah sur la préparation ouais. de ce projet. 4 ans de lecture, il y a une très grosse bibliographie de scientifiques. 90 des auteurs que j'ai lus sont des scientifiques. Il y a des partenariats avec des laboratoires de médiévistes, notamment avec Christine Gadra-Werfely, qui est, elle, spécialiste du voyage médiéval, et notamment aussi de Tina Anderlini, qui est spécialiste de la tenue du XIIIe siècle. Et donc, grâce à ces scientifiques et à des artisans vraiment d'exception qui travaillent avec des techniques archéocompatibles de l'époque, c'est-à-dire même les techniques de fabrication, les outils, Ah les ouais. patrons, les produits, tout est eux-mêmes essayent de reconstituer vraiment au plus précis. Et donc l'idée, c'était de reconstituer un équipement qui soit le plus fidèle possible à l'époque. Donc Et pour les quelle époque chaussures, exactement? le XIIIe siècle, et plus spécifiquement la seconde moitié du XIIIe siècle, et encore plus précis, en 1271. Pourquoi 1271? Tout d'abord parce qu'il y a un ancrage historique fort. Moi, je suis parti en novembre 1271, pile au moment où Marco Polo
commence son voyage pour ce qui sera la plus grande itinérance de toute l'histoire, la route de la soie. Mmh. Marco Polo part pour ce qui est l'itinérance la plus connue et moi j'incarne un personnage pour une itinérance que personne qui n'est absolument pas dans l'histoire et pourtant, d'après mes hypothèses et qui se sont vérifiées avec l'expérience, heu, ces pèlerins de la seconde moitié du XIIIe siècle ont mis une pierre à l'édifice du voyage. Et ça, Mmh. c'est absolument passionnant, mais on en reparlera. Bah, Scientifiquement, oui. il y a une approche qui était absolument géniale et donc cette période du seconde moitié du XIIIe siècle, outre, la date de Marco Polo, c'est en même temps parce qu'il s'est passé quelque chose, sur ce siècle-là, c'est que c'était vraiment une passerelle. Il y a quelque chose qui a changé dans les conditions du voyage. Voilà. Mmh. Ah bah, dis donc et pour ne pas spoiler, je dois te demander quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Il est-ce qu'on s'est peut le savoir? passé quelque chose d'absolument formidable pour l'époque qui était absolument inconcevable. C'est que avant le XVIe siècle, on considère que les voyageurs sont nés au XVIe siècle et que avant cela, on ne parlait pas de voyage, mais on parlait de déplacement. Tout simplement parce que le déplacement ne pouvait être qu'utile et raisonné. Il avait une fonction. Tu partais pour quelque chose et c'est tout. Et moi, je défends la thèse, bien sûr, qui est tout à fait, appuyée par des références, historiques, voilà, des citations et cetera, donc d'historiens et compagnie, mais surtout appuyée par mon expérience, qui, selon moi, prouve que non, les premiers voyageurs ne sont pas au XVIe siècle, mais seconde moitié du XIIIe, chez certains pèlerins qui, en fait, on le sait maintenant, ne sont pas certains ne partaient pas pour le pèlerinage, mais partaient par désir de découverte et d'aventure, c'est-à-dire pour notamment une exploration de leur propre singularité. Et ça, à l'époque, c'était absolument inconcevable. Mmh et comment tu es sûr, hein, que c'était pour ça? Alors là, attention, on attaque quelque chose de... euh, alors j'ai envie de... Là, tu es en train d'ouvrir les portes et je risque de m'engouffrer dedans. Non, Mais et engouffre-toi, par pitié! scientifiquement, c'est absolument passionnant parce que il faut, en parallèle de ce voyage, de ce développement de la singularité des pèlerins sur les chemins, il y a aussi la naissance du prototourisme, c'est-à-dire la première forme du tourisme. Pareil, on considère que le tourisme est né avec, Thomas Cook en 1840 ou 41, je ne suis plus tout à fait sûr. Et c'est là on considère qu'avec les premiers tours, c'est pour ça que c'était les tours opérateurs déjà qui sont nés là-bas, et on Mmh. considère que le tourisme est né c'est pour ça que, c'était les tours de l'époque et Oui, le le tourisme grand est né à cette tour, hein, époque-là. les Exactement, que les faisaient gens de bonne notamment famille, enfin les garçons évidemment exactement, uniquement, les allaient faire Anglais, le grand tour en exactement. Italie, hein, on allait voir les voilà, Tout à la fait, culture italienne, ouais, notamment ouais. Bologne et cetera, Voilà et heu et en et fait, le la première tourisme forme vient du effectivement de ce prototourisme grand tour dont je ne sais plus le nom à exactement, l'époque, voilà, voilà. la forme Petite moderne du virgule, tourisme ouais. est née là, Mmh. et à bien y regarder, le prototourisme, lui, il est né avec, les pèlerinages. Pourquoi? Eh bien, en fait, à toutes les lectures, tu te rends compte que déjà, il y avait une promotion de la destination du voyage. C'est-à-dire, il y avait déjà des guides touristiques. Là, on a le guide Michelin, on a le guide du routard, on a le Lonely Planet. Je t'en cite 3 comme ça tu es tranquille et on va pas te dire qu'on fait de la publicité. Et Et il y donc, ils avait étaient déjà tous au XIIIe siècle, hein, mais je ne savais pas, tu tous, vois. tous au 13e, c'est ça qu'on savait pas. Donc il y avait déjà ce même personnage avec son sac à dos et son globe terrestre. Non, il y avait déjà le guide du pèlerin qui existait et qui était Ouais. là pour vendre la destination et qui te renseignait sur le voyage. Attention, quand tu passes à gué sur telle rivière, les bateliers sont très dangereux parce qu'on a déjà des récits où les bateliers jetaient les pèlerins à l'eau pour qu'ils se noient, ils les récupéraient à la gaffe et ils les dépouillaient. Ou même il y a des mises en garde sur des auberges. Attention à cette auberge, ici tu peux y aller, c'est super, et cetera, et cetera. Donc tu avais déjà des guides de voyage qui étaient là pour promouvoir la destination. Tu avais aussi des liber miraculum, c'est-à-dire des livres qui vantaient les miracles. C'est-à-dire: «Hey, tu veux passer à Saint-Jacques-de-Compostelle? T'es aveugle? Eh ben écoute, viens, ça tombe bien, on a justement un miracle pour toi. Il y a un aveugle qui est venu, qui a retrouvé la vue. T'es Mmh. unijambiste? Il y a pas de problème, on a ce qu'il faut pour toi». Je caricature un peu, mais on sait qu'il y avait des inventions de miracles
pour justement pour convenir à tout le monde et dire: «Mais tu veux venir pour expier tes péchés, mais si tu veux venir aussi pour retrouver la vue, sauver un enfant». Moi, c'est mon personnage qui est un personnage fictif que j'incarne, qui est, Guillaume Coutel. Son histoire est qu'il part en pèlerinage à Saint-Guilhem-le-Désert pour demander l'intercession du saint de Saint-Guilhem pour sauver son fils qui est malade. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de mon personnage, mais il y a aussi des gens qui venaient pour des miracles. Donc tout ça pour te dire que les Liber Miraculum étaient aussi là pour vendre la destination. Et il y avait évidemment les reliques. On venait pour toucher une relique, voir des reliques, les ossements des saints, etc. Et donc, il y avait des vols entre certains diocèses, entre paroisses, pour essayer de voler les reliques de saints et les avoir sur ses propres églises pour faire venir des pèlerins. Mais Tout il y avait aussi touristique, ouais. des inventions de Mmh. reliques, il y avait des fausses Mmh. reliques pour faire venir du monde. Et dans cette forme de prototourisme qui naît, il y avait évidemment tout l'aménagement et ça, c'est à la seconde moitié du XIIIe siècle. C'est pour ça que je pars de ce siècle-là. C'est que avant ça, on a une prédominance des hébergements qui sont mus par la charité chrétienne. Les hospices, les hôtels-dieux, monastères, et cetera. Tu viens et tu as le droit au coucher, au gîte et au couvert. Voilà, dans certains endroits même, on pouvait réparer tes chaussures, te soigner, et cetera. Et ça, Mmh. c'était la charité chrétienne. Et progressivement, fin du XIIIe, début du XIVe, c'est la bascule. On commence à avoir une approche vraiment mercantile. Et en fait, les hôtels-dieux, progressivement, les hospices vont laisser place aux auberges et du coup, à un hébergement qui est monnayé. Mmh. Et pour te dire, même l'Église, le pape s'inquiète de cette manne financière qui peuvent se perdre, qui est en train de se perdre à des profits du coup de particuliers, et notamment pour Saint-Jacques de Compostelle où le commerce de la coquille, parce que l'idée c'était de revenir avec une coquille comme aujourd'hui, il y avait des artisans qui vendaient les coquilles sur place et il y a eu un concile qui a dit que maintenant c'était absolument interdit et que la seule vente de coquilles était autorisée par l'Église. Donc tu avais une mercantilisation, de la destination, du voyage, qui était déjà ces formes de tourisme-là, tu vois? Et et entre cette forme, cette naissance du tourisme et cette naissance du voyageur, cette seconde moitié du XIIIe siècle est extrêmement fertile et c'est vraiment une passerelle entre le déplacement n'est que déplacement et le déplacement peut être voyage dans le sens où on peut entrevoir de voyager pour soi. Mmh, extra. Ah, c'est super chouette. La suite dans le livre et les documentaires, bien sûr, mais voilà grosso modo en synthèse toute, Le début de tout cela. voilà, c'est ça. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée de base, enfin, la L'idée de première fois départ, que tu comment t'es c'est dit: né? «Je vais faire ça». Ouais, ouais, Mmh. ouais. Alors comment est né le projet du voyageur de l'histoire? C'est vrai que c'est assez atypique puisqu'il y a une Mmh. base, d'exploration qui est une exploration en l'occurrence, scientifique. Je vais m'appuyer sur l'espace pour interroger l'histoire. C'était ça l'idée, arpenter l'espace pour interroger l'histoire. Mais pourquoi interroger l'histoire? Tout simplement parce que quand j'étais préadolescent, j'avais 10-11 ans, je voulais devenir archéologue. Je voulais devenir même Ah égyptologue, plus tiens! précisément, oui. Et Ah, ça comme ma plus pendant, grande. c'est vrai? Eh ben, écoute, Ouais. voilà, moi j'avais cette passion de l'histoire, des sciences bien entendu et notamment de l'Égypte et je voulais faire comme Carter, découvrir des tombes comme Toutankhamon et ça jusqu'à mon année, des 18 ans, c'était ce que j'avais envie de faire et j'ai compris avec les années que plus qu'égyptologue, ce que j'avais envie d'être, c'était Indiana Jones, tu vois? C'est-à-dire d'être un aventurier qui à la fois part sur le terrain, vit des choses extraordinaires et à la fois évidemment sur l'intensité de la vie par, l'émotion, ce que tu vis évidemment dans les péripéties, mais aussi dans les découvertes. Et donc ça Mmh. m'a passionné très longtemps et puis, quand je me suis renseigné sur les écoles et que j'ai très vite compris que j'allais faire 95 de mon temps, derrière des livres et des ordinateurs et qu'en fait très peu de temps sur le terrain, je me suis dit: «Non, j'ai besoin de plus de terrain que ça» et j'ai fait une volte-face et je me suis lancé dans une carrière sportive. Mais ça m'est resté. Et donc je me Mmh. suis lancé dans ma carrière sportive, professeur de PS, préparateur physique, éducateur sportif, tout ça, Ah ouais, maître ouais. nageur, mais Mmh. enfin sauveteur plus précisément. Mais en parallèle, donc je fais mes expéditions et puis j'avais toujours en tête cette passion pour, l'histoire. Et puis, comme beaucoup d'enfants, les châteaux forts, les chevaliers,
C'était passionnant et en parallèle de ça, Le Seigneur des Anneaux, Aragorn, Les Rôdeurs des Landes, tout ça fait un melting pot, tu vois? Et voilà et longtemps, je rêvais de ces personnages. Je me suis dit: «Comme ça devait être passionnant», tu vois? Ces personnages-là rocambolesques, les péripéties et puis je me suis posé la question: «Mais est-ce que c'était vraiment des aventuriers? C'était quoi leur quotidien? Est-ce que c'était vraiment l'aventure?» Et puis, à la naissance de ma fille, il y a un peu plus de 5 ans, des nuits blanches après la naissance, tu vois de quoi je Tiens parle? donc! Non, pas du tout, voilà. J'avais les yeux grands ouverts et je me suis dit: «Bon, je ne vais pas rester à rien faire» et heu et donc je me suis mis à bouquiner et puis j'ai ressorti des thèses, des vieux PDF et tout et je me suis dit et ça c'est revenu, je me suis dit: «Mais si j'allais pas, en fait, chercher la réponse moi-même? Et si j'allais pas faire un bond de 750 ans en arrière, me mettre dans la peau de ces personnages dont je rêvais et de justement de répondre moi-même à la question. Et est-ce qu'il n'y a pas non plus quelque chose à aller fouiner? Parce que ce qu'on sait de l'histoire, du XIIIe siècle, c'est beaucoup notamment au niveau des équipements et cetera, on a très peu de choses. C'est dû aux sculptures, aux enluminures, mais il nous reste très peu de choses, de l'époque parce que le cuir, le bois, les vêtements, n'ont pas duré. Et Non, c'est ça. donc, je me suis dit: «Allons-y, faisons l'expérience» et comme toute expédition qui se prépare au début, c'est tu étudies la faisabilité du projet. Historiquement, au niveau moi en tant qu'explorateur, c'est-à-dire il faut que j'aille fouiner quelque chose, voyons voir. Donc il y a eu énormément de lectures historiques et peu à peu, le projet s'est dessiné comme un puzzle et je me suis dit: «Mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. C'est le pèlerin qu'il faut que je choisisse parce que c'est lui qui ressemble le plus aux voyageurs d'aujourd'hui. C'est cette période-là qu'il faut que je choisisse» et puis tout s'est mis en place et après j'ai envie de dire malheureusement, parce que ma femme pourrait dire malheureusement, la passion est rentrée dedans et mon personnage Guillaume Coutel m'a quand même occupé l'esprit pendant 4 ans, peut-être des fois un peu trop. Mais voilà, j'ai Willy Minec a repris place et c'est bon, tout va bien maintenant. Et ma partie Ça schizophrénique s'est achevée. Je vais poser une autre question de Valentine maintenant pour continuer cette conversation passionnante. Bonjour Willy, pourquoi as-tu choisi cet itinéraire? Que maintenant tu as dit pourquoi, point de vue Ouais, histoire, très bonne maintenant point de question, vue géographie. très bonne Mmh. question. Rien n'est laissé au hasard, bien sûr. La première, elle va être toute simple, ça rejoint ce que j'ai dit au départ, c'est que cette trace est magnifique. Le chemin de Saint-Guilhem de le désert est très beau, très, très beau, Mmh. vraiment. Tu passes par les plateaux de l'Aubrac, tu avec la région des Causses, les Causses de Gorges du Tarn, Gorges de la Jonte, mais c'est magnifique et puis tu arrives le cirque de Navacelles et le cirque de Saint-Guilhem le désert qui est très, très beau. Donc tout d'abord, la trace est belle. La seconde chose, c'est que la trace est très sauvage, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu, je crois qu'on est à 19 de, de routes, d'empreintes urbaines, tu vois? Et ça, c'était extrêmement important, moi, pour que je puisse faire ce bond dans le temps, il Mmh. fallait que je puisse m'immerger sur une trace où tu peux te dire: «Tiens, j'ai l'impression qu'il y a 750 ans, en fait, le chemin était le même». Parce que la trace est assez juste, hein, au niveau des déplacements, on est à peu de choses près, il y a peu d'erreurs et qu'on est vraiment sur la trace historique et donc ça me permettait aisément de faire cette bascule historique et donc cette expérience anthropologique et qu'en même temps, j'étais sur, quelque chose où je n'ai pas besoin d'aller loin et dans la préparation, vu que là, je suis très proche de mes enfants sur leur premier développement, je tiens à être très proche et donc ça me permettait de faire une expérience, un voyage qui reste ancré en France et notamment pas très loin de chez moi et donc tout se concordait, en fait, pour que finalement c'était ce chemin de Saint-Guilhem-le-Désert qui se présentait à moi, qui était l'idéal pour l'expérience. Mmh et moi j'ai jamais entendu parler de Saint-Guilhem-le-Désert, donc j'étais assez: «Waouh, c'est où? C'est quoi? Ça existe toujours?» C'est c'est assez formidable. Bah, écoute, je te propose de nous emmener une journée, avec toi, du lever du soleil et de ton lever au coucher. Heu, Fais-nous passer une journée avec monsieur Avec Guillaume Coutel? Eh bien, Cotel, écoute, bien avec plaisir. sûr. Donc Guillaume Coutel est un artisan, un noble artisan. Il gagne co un bourgeois, pardon, artisan. Il gagne plutôt bien sa vie et c'est intéressant puisque en fait, ce sont les bourgeois,
au XIIIe siècle qui ont notamment contribué à la modification, à la création des communes et cetera. Ils ont apporté énormément de choses et donc pour moi, c'était important qu'il ait, cet aspect-là. Un autre, détail important, c'est que si je prenais un personnage qui était trop pauvre, j'allais manger tous les jours la même chose. Alors outre le fait que c'était moins intéressant pour le ventre, mais au niveau de l'expérience et au niveau du documentaire et du livre, moi, ça me permettait de présenter surtout plusieurs repas différents Ouais, et c'est de ça, montrer c'est cette ça. richesse. Ah là, tu vu? Alors est-ce que le ventre a parlé avant celui du scientifique? Ça, je ne saurais te dire. Probablement les 2 parce que je suis assez épicurien. Sinon, on aurait pu faire une étude sur les Non, carences, hein. Les carences dues au voyage, ouais. puisque tu dis ça, alors monsieur Guillaume Coutel, sache qu'au petit déjeuner, il y a pas de croissant et qu'en fait, tu finis ton repas de la veille et qu'à savoir, malgré le fait qu'il soit bourgeois, il mangeait quand même de la blette au lard au petit déjeuner, tu vois? Donc Mmh. voilà, il se réveille, il est, dans son monastère. Alors moi, je n'avais pas de monastère, mais du coup, sur tout mon parcours, je dormais dans les chapelles et les églises, c'est ce qui ressemble le plus. Donc j'avais contacté tous les diocèses, les paroisses et les mairies, j'avais tous les accords et j'avais un camping-car qui me suivait avec ma logistique. Ils avaient tous les repas médiévaux. Ils avaient mon lit et le lit, c'était une grande, imagine une grande housse en lin bourrée de paille. C'était les lits de l'époque. Et donc, le soir, on mettait le lit dans l'église. Je dormais dans l'église et le matin, je me réveillais et hop, la blette au lard ou ce que tu veux de repas du Moyen Âge et hop, c'était parti. Alors, ce qui était intéressant, c'est en même temps de voir que quand tu dors dans les églises, tu n'as pas la douce chaleur du foyer que tu peux attendre. Parce que évidemment, les chauffages de l'époque, tu avais des bras zéro, mais on sait très bien que dès que tu es à 1,50 m du bras zéro, tu as plus de chaleur, quoi. Tu as la chaleur quand tu es très près, mais sinon tu es à 2 mètres et tu n'as plus rien. Et ça, il faut s'imaginer dans le confort du voyage que c'est quelque chose d'important, c'est que notamment en hiver, je suis parti en hiver, hein, le voyage se passe fin novembre et en décembre. Ça, c'était important pour moi de partir en hiver pour que l'expérience soit plus significative. Et tu te dis que finalement, la vie de l'époque et le voyage de l'époque étaient sensiblement différents. Toi, quand tu vas partir en randonnée en autonomie, tu vois le delta de confort entre ta vie de tous les jours, où tu as ton lit, tu as ton chauffage, tu as ta bonne douche, tu as ton bon repas. Alors que si tu pars en autonomie, souvent tu as un peu moins de calories, bah, parce que quand tu portes tout, tu rechignes à prendre beaucoup de poids. Tu peux avoir de la lyophilisie ou pas, mais bref, tu dors, tu n'es pas au chaud, c'est inconfortable et cetera et ce que tu relèves en tant que personne du 21e siècle, c'est ce delta de confort. Tu notes l'inconfort quand tu es sur une itinérance en autonomie. Alors que le voyageur de l'époque, lui, son delta de confort, il variait très peu. Il avait froid tout le temps. Il n'y avait pas de fenêtre. Avant, les fenêtres dans les châteaux, c'était de la peau de bête. La vitre est arrivée beaucoup plus tard. Mais avant même, il n'y avait pas de fenêtre. C'est pour ça qu'on avait de toutes petites fenêtres. Donc ça veut dire que tu avais peu de lumière, tu avais seulement la lumière du foyer et tu avais un seul foyer qui était au milieu. Ça veut dire que ta pièce était très sombre, très froide et ça, c'était tout le temps et qu'en fait, ta vie, ta marche, elle était la même que dans ta vie de tous les jours et donc il faut s'imaginer qu'eux abordaient l'itinérance avec une notion d'inconfort qui était moindre que la nôtre. La vie était difficile à l'époque. Tu avais 45 ans en espérance de vie. Tu avais un enfant sur 4 qui mourait à la naissance. Tu avais presque 50% des cimetières de mémoire qui étaient remplis de tombes d'enfants de moins de 10 ans. Donc, la vie était dure. Et en fait, tu Mmh. avais un fatalisme qui te permettait d'aborder le voyage, même si on demandait aux pèlerins à signer un testament avant de partir, parce que le voyage au long cours était très incertain. Tu pouvais mourir. Tu pouvais mourir de noyade, parce qu'il y avait très peu de ponts avant le XIVe siècle, donc tu traversais à gué, donc tu pouvais mourir de noyade, tu pouvais mourir des bateliers dont on a parlé, certains qui étaient peu scrupuleux et qui pouvaient te jeter à l'eau. Tu pouvais mourir évidemment de maladies, tu pouvais mourir des brigands. Il y en avait plein qui peuplaient les forêts, des attaques de loups. Ça, c'est pas une légende du tout, mais les loups, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui et qu'effectivement, il y avait des attaques de loups. Bref, ton avenir était incertain et partir sur le chemin, c'était mettre sa vie en jeu. Mais, bizarrement, par ce fatalisme de la vie, il faut imaginer le voyageur moins,
moins inquiets que nous. Il y avait une forme de fatalisme bienheureux et ça, tu t'en rends compte quand tu fais l'expérience, quand tu le vis, quand tu portes leurs vêtements, que tu dors ces églises et ces vieilles chapelles, que tu manges comme eux, que tu as froid tout le temps, quand tu es au fond des gorges, pardon, j'ai dévié, quand tu je vais te faire une journée, puisque c'était ta Mmh. question, Oui, je vais mais te ça va, faire une tu journée au mmh. fond des gorges du Tarn. D'accord. Guillaume Couteil se révèle, il est dans sa vieille chapelle. Il se Mmh. réveille, il a froid, mais c'est la vie, c'est ainsi. Il mange, voilà, son plat salé, et puis il se met sur le chemin très tôt parce qu'à l'époque, on vit avec le soleil et les heures canonales, hein. On va avoir, pareil, le XIIIe siècle est formidable, mais bientôt on va basculer sur les heures des marchands, qui sont les heures 24 heures, à la place des heures qui sont les heures canonales, c'est-à-dire les heures de l'église, et qui sont les heures, tout simplement des prières. Donc les Les vêpres, les vêpres. Mmh. matines, etc. Tu vois? Et Mmh donc lui, il mh. se réveille à ces heures-là, il part très tôt le matin, et là, il est sur le chemin des gorges, et il faut savoir que ce chemin qui est sur le versant ouest, il ne voit pas le jour pendant 4 mois de l'année. Il ne prend pas le Mmh. soleil. Ça OK. veut dire que tu es dans l'ombre constante, en plein hiver, tu es au fond des gorges, tu as une brume extrêmement épaisse, chargée d'humidité, et là, tu as un froid qui te pénètre jusqu'à l'os. Et tu es sur des terres qui sont en même temps très lugubres, puisque tu es sur une zone calcaire au fond des gorges. Tu as ces rochers dolomitiques, pardon, calcaires, où tu as ces rochers ruiniformes. Tu peux voir des têtes de taureaux, tu vois toutes ces choses-là. Et il y a cette empreinte en même temps un peu mystique. Il y a cette forme, il y a cette peur de la selva, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire quand tu sors de la zone cultivée, c'est la selva, la forêt, et on y met énormément de légendes, on y met énormément de craintes. Et lui, il faut le voir partir sur le chemin lugubre, dans le froid, avec pour seule motivation sa foi principalement, et évidemment, comme on l'a dit, subrepticement cette soif de découverte pour notre pèlerin qui, lui, va découvrir sa singularité sur le voyage. Il arpente, il découvre ces vieux villages en pierre, en lauze, Tu as et été il faut encore un tout s'imaginer. petit peu trop vite pour moi. C'est comment est-ce qu'il Pardon. s'est habillé le matin? C'est quoi son accoutrement? C'est là que le dire, il Alors, tu as enfile raison, quoi? il s'habille, donc il dort sur son lit. Et ben, déjà, on dormait en général nu Habillé. ou avec ses chemises de lin ou de chanvre. Donc là, tu as un grand caleçon qui s'appelle les braies, et une Mmh. chemise de lin, une grande chemise large, qui était, donc ça, ce sont les dessous, et qui était en lin ou en chanvre. Le mien était en lin, et parce qu'il était évidemment pas paysan, mais il était bourgeois, et une fois qu'il sort de sa couche, il va enfiler son pantalon, et le pantalon, c'est plutôt, des collants. Alors plus spécifiquement même qui vont s'attacher à comme des guêpières un petit peu. Donc c'est des collants, mais des collants en laine, et finalement ça va être mais le pantalon n'existe pas à l'époque. Tu enfiles simplement ta jambe à droite et ta jambe à gauche, que tu viens attacher à une petite ceinture de lin ou directement à ton caleçon. Et après par-dessus, tu vas enfiler une grande tunique qui arrive à peu près à mi-cuisse et qui est toute en laine. Et par-dessus cette tunique, tu vas enfiler le manteau qu'on appelle aussi la chape de pluie. Et ça, c'est un manteau qui est très long. Les manches sont plus longues que les mains. Donc tes mains sont cachées par tes manches. Mais en revanche, un petit peu comme les vestes respirantes type Gore-Tex, tu sais, tu en as certaines où tu as une fermeture éclair sous les aisselles pour te permettre d'aérer un petit peu. Et ben là, c'est pareil, c'est tout ouvert. Pourquoi? Alors d'une, évidemment, pour permettre de ventiler un petit peu plus, mais notamment pour sortir ton bras de la manche. Et Mmh. ça, j'ai trouvé ça génial. Et d'ailleurs, je regrette qu'aujourd'hui ça n'existe pas parce que moi j'ai trouvé ça absolument génial. Quand tu as froid et que tu progresses, tu as tes mains dans tes manches ou quand il pleut, et dès que tu veux manipuler quelque chose, tu sors ton coude, et là, tu n'as plus ta manche et tu Voilà, retrouves par ce toute ta trou qui est sous mobilité. l'aisselle, on peut gar Exactement. glisser le Et bras en dehors pour l'eau outre, dure, ouais. un certain style qui je trouve qui est plutôt pas mal, du coup, tu retrouves toute ta mobilité et cetera, et après tu remets ta main dans ta manche. Donc ça, c'est la chape de pluie, et plus tu montes, haut dans la société, plus tu es noble et plus ta chape est longue. Ah d'accord. Et donc moi, c'était à mi-mollet parce que je suis bourgeois mais pas noble, donc pas jusqu'en bas. Mais et cette chape de pluie, pour, la rendre, imperméable, on va dire, je l'ai traitée comme à l'époque avec de la graisse de mouton.
On appelle ça lanolyser le vêtement. Donc je l'ai fait tremper dans des bains de lanoline qui est ni plus ni moins que de la graisse de mouton. Parce que ta fibre naturelle, ta laine, eh bien, en fait, elle contient de la graisse de mouton. Et cette graisse de mouton, c'est ce qui fait que l'eau va perler sur ta laine. Ouais. Ouais, Mais ouais. elle se perd au fur et à mesure, et donc il faut lui redonner cette graisse pour qu'elle soit, du coup, un peu plus imperméable. Donc moi, je l'ai Excellent. traité à la graisse de mouton, et voilà, ça c'est ma tenue, et bien Non, tu entendu n'as pas encore parlé des chaussures et les pourtant tu chaussures. marches. Oui, alors ça fait partie d'ailleurs de la très grande expérience, et très honnêtement, c'est une première, c'est le choix. On ne sait pas à l'époque, alors la plupart du temps, la très, très grande majorité des illustrations montrent des chaussures en cuir, et Mmh. donc c'est ce que j'avais au pied. J'avais des chaussures de cuir, un modèle de 1275, qui c'est très, très confortable, mais sur les chemins caillouteux d'Occitanie, où il y a beaucoup, beaucoup de roches, figure-toi qu'on sait que tes semelles peuvent en fait, il y a des expériences où elles n'ont pas duré 3 jours. Donc changer des chaussures tous les 3 jours, moi, c'était pas possible parce que je ne pouvais pas avoir de cordonnier sur mon parcours qui avait ce savoir-faire tous les 3 jours. Très Mmh. honnêtement, enfin voilà, j'ai fait appel à Jean-Philippe Berniaud, qui est, je pense, la référence française. J'allais pas lui envoyer tous les 3 jours, et lui m'envoyait par Chronopost, des chaussures, tu vois? Enfin, pour pouvoir les remplacer, et au contraire, on sait qu'ils utilisaient aussi des socques. Les socques, ce sont les sabots médiévaux. Il faut imaginer les sabots hollandais, comme on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas en France à l'époque. C'était des sabots qui ressemblaient un petit peu à des sabots japonais, tu sais, avec 2 cales en dessous. Mmh. Et bien voilà, c'était ça. Tu avais 2 cales, une planche et puis une lanière de cuir qui tenait ton pied, Oui, c'est et ça, c'était c'était des avec ça que tu claquettes quoi, progressais. hein. Oui, un petit C'était peu, tu as pas raison. fermé C'est aux orteils, Non, c'était vraiment non, un truc qu'on mettait non. au-dessus de sa chausse en fait, hein. Tout à fait, tout à Ouais. fait. On Mmh. glissait son chausson en cuir dedans, et on sait qu'il l'utilisait pour se protéger de l'humidité, parce que le cuir déteste l'humidité, il va pourrir, et Mmh se mh. protéger du froid. Donc comme moi je partais en hiver, normalement, si on se questionne bien, on se dit: «Mais si le cuir ne va pas tenir, il va être bouffé par l'humidité, il y a des cailloux partout, et surtout il peut y avoir de la neige sur le plateau de l'Aubrac. Est-ce que finalement il ne partait pas avec des socks?» Et donc j'ai décidé de faire ces 270 kilomètres avec des socks, et donc j'ai fait faire des socks. Le premier modèle ne correspondait pas, on en a fait j'ai fait un autre j'ai pris un autre artisan, un autre modèle. On a mis du chêne en dessous, c'est ce qui est un bois qui est très, très dur, et l'artisan me dit: «À mon avis, avec, les 2 centimètres et demi, 3 centimètres de chêne que tu as, tu devrais pouvoir tenir les 300 kilomètres». Première surprise, les sabots ont tenu 2 jours et demi. Au lieu des 15 jours, ils ont tenu 2 jours et demi. Première surprise, le chêne qui est super dur, en 50-60 kilomètres, il était déjà bouffé, Ah ouais. et donc au 4e jour, on n'a pas eu le choix, on a dû essayer de trouver des menuiseries pour essayer de rafistoler ça, si tu préfères, pour que je puisse finir avec du bois. Il y a aucune menuiserie qui nous est venue en aide, malheureusement, donc on a dû se débrouiller par nous-mêmes, scier les sabots, remettre visser des cales de bois, et cetera. Ça a été une aventure dans l'aventure, mais je voulais absolument finir avec les sabots jusqu'au bout pour avoir cette expérience-là. Et les sabots ont été une vraie expérience parce que j'ai commencé à avoir une épine calcanéenne. Mon pied de personne du 21e siècle n'est plus habitué à marcher sur une planche de bois toute Non. la journée. Et aussi, j'ai un syndrome de pied creux acquis qui s'est formé, c'est-à-dire que j'ai la voûte plantaire qui tirait tellement sur mon pied que ça me courbait le pied vers le bas. Donc j'ai une rééducation, après mon expérience. J'avoue que Waouh! c'était assez douloureux, j'avais hâte que ça se finisse, et j'ai eu même 2 séances de chiropraxie pour remettre un peu les os en place. Ah ouais. Donc tout ça est extrêmement intéressant. Évidemment, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait parler du pied, je pourrais faire une conférence dessus. Mais cette expérience du chausson a été extrêmement géniale parce que tu te rends compte que l'évolution du chausson, c'est-à-dire la technologie qu'on a pu mettre sur la chaussure, va complètement changer en même temps l'art de voyager.
Ah oui, Et déjà ça, le tu t'en rends plaisir de la compte quand tu le marche, subis. ça Mais n'est pas exactement! possible aussi, Aujourd'hui, ouais. tu pars avec une chaussure qui a une membrane, qui est en Gore-Tex, avec des chaussettes, des semelles en Vibram qui peuvent te tenir 1000 kilomètres, qui peuvent se ressemer. Enfin, Ouais, ce sont des outils qui sont merveilleux, honnêtement, ouais, ouais, merveilleux. ouais, carrément. Et qu'avant, en fait, tu avais une rusticité du déplacement et qui avait, du coup, oui, avant, ils avaient mal, c'était inconfortable et que tu entrevoyais le voyage différemment. Mmh mh. Et même toi, on parlait de la traversée des rivières à gué. Eh bien, moi, c'était prévu sur mon alors j'en ai traversé des petites et puis je voulais en traverser une grosse et c'était notamment le Tarn et ça, c'était prévu sur mon parcours et là, bim, au moment où je veux le traverser, il y a eu des pluies pendant plusieurs jours avant et le niveau du Tarn est monté à tel point que si j'étais dans la personnage de Guillaume Coutel, c'était moi, je suis sauveteur, enfin j'étais sauveteur, je sais nager, c'est pas l'histoire, mais maintenant quasiment tout le monde sait nager. Mais à Mais l'époque, mais à l'époque, mon personnage n'aurait jamais pris avec le niveau et la puissance du courant qu'il y avait, il aurait jamais pris cette option-là. Et donc du coup, je n'ai pas pu faire cette traversée-là. Ce qui dans l'expérience, j'aurais aimé la vivre, mais en même temps, si je collais au personnage, je ne pouvais pas. Et là, moi, j'étais face à un problème, c'était que, par rapport à toute l'équipe, il y avait, 2 équipes de tournage qui me suivaient, il y avait un photojournaliste qui me suivait aussi. Puisqu'il y a un documentaire 52 minutes destiné aux télés et aux festivals d'aventure, mais il y a aussi un documentaire 360 degrés que tu vas pouvoir revivre en mettant un casque 360 de réalité virtuelle. Tu ouais! vas pouvoir ouais, 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 tu vas pouvoir Ah revivre extra! le parcours. Alors là, contrairement au documentaire qui relate toute l'aventure, qui est du coup absolument véridique, le docu 360, on a pris le parti de faire un petit docu-fiction. C'est-à-dire, voilà, pour avoir une autre expérience, si tu préfères. Mais en revanche, c'est filmé à 80% pendant l'aventure. Et donc, tu vas pouvoir être vraiment dans la peau de Guillaume Coutel, quoi, dans les traversées de rivières, etc. Bref, et tout ça, tu as un timing avec ton équipe. C'est que il y a ton tournage, mais ils en ont d'autres, ils ont le montage, ils Ouais. ont une vie professionnelle et que on avait 16 jours pour l'expérience et pas un jour de plus. Et lui, Guillaume Coutel, il a pas ça. Il n'y a pas cette notion d'urgence. Il y avait une temporalité qui était différente. La rivière, tu peux pas la traverser? Eh bien, tu La patientes. remonte jusqu'au premier Exactement. pont Tes ou pieds ouais. sont blessés par la marche? Eh bien, tu les guéris. D'ailleurs, Mmh mh. c'était très précis sur les accueils dans les hospices et les monastères, c'était: «Tu as droit à une nuit», des fois 2, mais en général, c'est une nuit. Tu as le gîte, le couvert et tu dois repartir. Voilà. Tu pas un mendiant, c'est on n'est pas là pour te donner l'aumône et cetera. C'est tu repars sur le chemin puisque tu incarnes le Christ en tant que pèlerin, tu vois? Mais en revanche, on n'est pas là pour c'est pas l'hôtel. En revanche, si tu étais blessé ou si les conditions météo ou la rivière t'imposait de rester, tu restais. Et dès que les conditions étaient bonnes, tu repartais. Tu étais guéri, tu Ouais. repartais. Et ça, cette temporalité-là m'est venue au visage grâce à cette expérience-là. Moi, je voulais faire la traversée et non, le personnage du 13e, il l'aurait pas fait. Moi, le 21e, je l'aurais bien tenté. Et non, ma temporalité m'imposait de repartir alors que celle de Guillaume Coutel lui imposait de rester. Bref, donc tu vois qu'il y a eu des écueils dans la reconstitution parce que tout simplement, nous ne sommes plus au XIIIe siècle et tu ne peux pas revivre au XIIIe parce que nous n'y sommes plus. Mais en tout cas, essayer d'y coller était passionnant. Oui, Essayer d'y clairement, coller était clairement. passionnant. Génial et alors le soir du coup, bah, il cherche, il a dans son livre, ce il sait où aller à quelle porte frapper alors, Alors, très intéressant, c'est que lui ne portait on était en mode, à l'époque, il faut imaginer en pote un mode mule, tu sais, le marcheur ultra léger. Il y a cette tendance-là, je sais pas si tu connais, c'est-à-dire de s'alléger au maximum et de partir Ouais, avec ouais. très peu sur soi pour justement être très mobile. Donc il y a cette, mode-là actuellement. Il faut l'imaginer comme ça avant, tout simplement parce que le pèlerin, le voyageur tout court, n'entrevoyait jamais de dormir dehors. Jamais, jamais, jamais. C'était quelque chose qu'on redoutait. On ne dormait pas en forêt, mais même en campagne, tout ça, non. Déjà, tu avais pas de tente, tu avais pas de sac de couchage. Donc moi, je partais, j'avais rien. Mais tu devais dormir quelque part, chez l'habitant, chez ton monastère, et cetera. Ça veut dire que tu devais aller au bout de ton étape. Et si tu n'arrivais pas au bout de l'étape, si tu te perdais, tu dormais dehors. Et là commençait la panique, l'angoisse, tu vois? Et ça, c'était quelque chose d'impératif pour eux. C'était que avant la nuit tombée, tu devais arriver.
C'est pour ça que la très, très, très grande majorité des pèlerinages et des voyages se faisaient au printemps et à l'été, puisque les jours sont plus longs et les températures sont meilleures. Et les loups Alors que avaient moins l'hiver, faim et les aussi. loups Ça, avaient c'est moins faim, très probablement, tu vois. parce qu'en général, on dit qu'un Mais loup, si on n'est pas le choix premier n'est pas l'homme, c'est quand ils ont faim qu'ils s'attquent à des choses un peu plus risquées comme l'homme. Et quand est-ce qu'ils ont faim? C'est en hiver en général. C'est pas au bien printemps sûr, c'est tout avec bête, mais même l'Aubrac, Ouais, c'est recouvert de neige, etc. Enfin, trouver tes ouais, ouais, rongeurs, c'est beaucoup plus complexe. On ouais. le sait, ils font beaucoup plus de kilomètres et, en effet, il y a plus de prise de risque. Donc, tout ça fait que ce soit dans la notion de prise de risque, que ce soit dans la temporalité, que ce soit dans cette forme de fatalisme, le voyage était différent à l'époque et notamment la considération du voyage, l'approche du voyage était différente. Ils Tout étaient voyage était engagé finalement, parce qu'ici on parle toujours, oui, oui, j'ai oui, fait quelque chose oui, d'engagé. Ben, oui. là-bas c'était d'office, voilà. Voilà, On d'ailleurs, s'en vantait même pas. aujourd'hui, c'est ça, Mm, à partir de quand est-ce qu'on donne les limites de l'aventure? mhm, Les frontières, tu vois? À quel mhm. moment est-ce que tu peux dire: «Waouh, non mais là, attends, là, on a vécu un truc de dingue!» Pourquoi on a vécu un truc de dingue? Parce que tu as dormi dehors, tout simplement sous une tente? Ou alors parce que tu t'es retrouvé à dormir dehors sans tente, ça ou est-ce que c'était encore plus, tu vois? Quelles sont aujourd'hui nos frontières? Nous qui avons le confort, nous qui avons la technologie de l'orientation, des GPS, même on l'a sur le téléphone. Tu as ta carto, tu as ta géolocalisation, c'est des outils de dingue, avec des vêtements ultra techniques, ultra légers. Enfin, il faut admettre on peut se permettre une approche de la pleine nature qui est extrêmement bordée et rassurante. Je ne la critique pas, hein, mais je veux dire, on le constate. C'est même c'est même, génial parce qu'il y a plein de gens qui du coup d'ailleurs on le voit, on a en France, il y a je connais pas les chiffres ailleurs, en Belgique ou ailleurs, mais en France, c'est 12 millions de randonneurs, heu globalement, mais 5 millions de randonneurs, réguliers. C'est énorme, 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 énorme. Donc alors qu'à l'époque, 98 des paysans n'ont jamais dépassé les 30 kilomètres dans leur vie. Et quand on dit 30 kilomètres, il faut même, pour être plus juste, être à 15 kilomètres parce que 15 kilomètres, c'est la distance maximale que tu peux faire sur une journée sans découcher. Tu fais 15 Écoute, kilomètres et tu reviens. ce début d'après-midi, je parlais avec deux qui sont en train de faire un voyage à vélo. Et quand ils essaient de s'informer sur en Amérique du Sud, c'est toujours bien de s'informer parfois sur la dangerosité de l'itinéraire qu'on pense prendre. Et ils se rendaient compte que s'ils prenaient à plus que 15 kilomètres justement. Les gens, en fait, ne connaissaient plus et donc c'était les par oui dire. Évidemment, ceux qui voyagent le mieux, c'est l'histoire de tout ce qui se passe mal. Donc, on a toujours cette Tu impression as que tout à fait au-delà raison. de 15 kilomètres, c'est très dangereux. Et donc, ils ont dit finalement, on a pris l'habitude de demander, tiens, le village d'après, comment c'est? Est-ce que le chemin jusque-là est bon? Et là, on avait des informations très exactes. Mais au-delà, on ne l'avait plus. Donc, tu vois, c'est marrant parce que c'est l'Amérique du Sud de maintenant, dans des endroits reculés, on est bien Bien d'accord. sûr, ouais, Mais ouais. tu me racontes exactement la même histoire où on s'était toujours mesure de pas d'homme, quoi, de la distance qu'on peut faire sur une journée par des moyens plus rudimentaires. C'est Mais c'est intéressant, ça, la c'est marche et génial. finalement tu te Ça, rends c'est compte que drôle de c'est voir ça, mais voilà, ça, oui, tu as c'est raison, le mais tout à présent fait. maintenant en Amérique du Sud. Oui, Ouais, le ah, présent c'est très, maintenant très et drôle. cette universalité. Oui, C'est-à-dire que tu te retrouves exactement. en Bolivie ou que tu te retrouves en France et finalement tu te rends compte que curieusement, la vie communautaire, parce qu'on parle de ça finalement, c'est la vie communautaire a le même territoire. C'était qu'avant et quand on parlait justement du développement de la singularité, tu avais une place dans une communauté, tu vois? Tu n'étais pas, ton individualité, n'intéressait personne et toi-même, tu ne l'entrevoyais pas. Tu étais quelqu'un dans une communauté et tu avais une vie communautaire. Tu allais au village d'à côté. D'ailleurs, les mariages se faisaient entre villages, hein, très souvent, c'est-à-dire 5, 10, 15 kilomètres. Mais on était dans cette vie-là. Et tu te rends compte que l'aventure, l'inconnu, bah, c'était au-delà. Donc, ça venait très vite et tu le dis très bien, c'était que ce qu'il en reste, c'est ce qui impressionne. Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment est-ce que ça peut être perçu, puisque cette notion d'individualité, de singularité de soi, on ne l'avait pas. Je veux dire, l'ego était beaucoup plus. Enfin, oui, c'est d'abord, avant tout, comme tout
dans toute société, on a été en mode survie ou on en est encore proche quelque part. C'est d'abord le groupe, la communauté, être à sa place, jouer sa fonction par rapport à ce grand organisme qu'est la communauté, que ce soit peut-être un petit bourg, que ce soit un monastère, enfin, bref, jouer son rôle. Et donc, être comme ça face à soi, quand on voyage solo, ça devait être excessivement rare finalement, non? Et très, très étonnant pour la personne d'être Bien tout à sûr, coup comme ça. Comment est-ce qu'elle le percevait? Est-ce qu'elle se ressentait dans sa mission en lien avec la famille qui l'a envoyée faire ce pèlerinage et en lien avec l'endroit où elle va? Ou est-ce que vraiment tu crois qu'elle avait du temps pour elle? Est-ce qu'on a des carnets qui restent de gens qui avaient quand même fort réfléchi à eux et à leur singularité? Parce que ça exactement. me pose question aussi. Mhm. Alors, il y a, encore une fois, tu vas me dire: «Mais c'est fou, finalement, la vie s'est fait au XIIIe ou quoi?» Alors oui, au XIIIe siècle, il y a des pèlerins qui ont relaté leur récit. Très peu, mais parce qu'il faut savoir écrire, donc c'était des pèlerins comme mon personnage qui ont un minimum d'éducation et qui savaient lire, écrire. Mais on a des récits et en fait, il y a beaucoup d'études et notamment Christine Gadra-Werfely avec qui je travaillais, a travaillé là-dessus. C'est dans les études de ces récits viatiques, ces récits de voyage, on se rend compte qu'il y a un processus d'individuation, c'est-à-dire de prise de conscience de soi. C'est-à-dire, et ça, comment c'est né? Eh bien, c'est né tout simplement par l'émerveillement. Moi, c'est arrivé sur mon personnage, je sais que, enfin, selon moi, c'est arrivé le 9e jour quand il arrive sur les balcons de la Jonte. Là, ces balcons de la Jonte, si un jour tu voyages dans ce coin de la France et que tu as la possibilité de les faire, c'est extrêmement beau. Et quand le personnage qui n'a pas dépassé les 15 kilomètres de l'Aubrac, il arrive ici, il se prend une gifle émotionnelle. Mais c'est ça qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, tu prends un choc émotif si tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe en moi?» Mais en fait, il y a une beauté qui te qui te choque. C'est-à-dire, si tu te dis: «Mais mon Dieu, le monde peut être si beau, mais s'il est beau là, il doit être beau ailleurs» et c'est là où tu te dis: «Mais mon Dieu, j'entrevois la possibilité d'un monde mirifique» et notamment, je commence à découvrir ce une émotion personnelle et cette émotion, elle m'émeut. Par exemple, c'est tout bête, mais on est ému par certaines choses en fonction de notre histoire. Et en fait, c'est ça qui crée notre individualité. C'est dans toutes les rencontres que tu vas faire, même dans les rencontres gustatives, tu passes à travers des régions, tu vas arriver vers les terres méridionales, tu as le romarin, le thym, tu vas avoir plus de miel, tu vas avoir les olives, tu vas avoir l'accent du sud, tu vas avoir des couleurs de peau différentes, tu vas avoir des personnes plus brunes, tu vas voir tout ça, tu vas voir des Espagnols qui sont là, des marchands, etc. Et tout ça fait que en fait, tu développes un, une connaissance de toi-même, surtout de tes propres contures, que tu n'avais absolument pas pu envisager avant. Et c'est cette révolution intérieure, cette révolution spirituelle qui fait que tu te dis, mais que tu découvres ton individualité, parce que tu te sens plus complet. Et tu te dis, waouh, voilà, c'est le monde qui te fait, c'est l'espace qui te fait découvrir ta propre intériorité. Et ça, il faut le voir comme un choc individuel. Il faut s'imaginer que la personne qui n'entrevoit que la foi, que sa position dans sa communauté, que le fait qu'il puisse se dire, mais en fait, j'ai envie de continuer à marcher parce que j'ai envie de découvrir le monde, c'est en même temps une prise de risque spirituel parce que tu n'as pas le droit. Seule la foi doit te guider. C'est absolument interdit de voyager pour soi, absolument interdit d'exprimer son individualité. L'art a été condamné pour ça. On ne devait absolument pas représenter par l'image autre chose que les textes sacrés. C'était absolument interdit. Et on considère la fin du Moyen Âge à plein de dates, notamment Christophe Colomb, 1492, découverte des Amériques, mais culturellement, on l'attribue en 1500 à Dürer, c'est un artiste qui s'est dessiné lui-même un autoportrait sous la forme du Christ. T'imagines le choc
Alors, on est en 1500, mais ce que je veux te dire par là, Hmm. c'est que la représentation de soi, l'expression de soi était interdite. Et c'est pour ça que, évidemment, que quand tu le vis, tu te dis, mais c'est évident qu'en fait, eux, et on a des traces, hein, on sait qu'il y a un évêque qui se plaint dans un texte en 1200, je ne sais plus combien, mais au XIIIe siècle, il se plaint, il dit, euh, en grosso modo, comment ça s'appelle, en substance, il dit, mais je ne supporte plus ces faux pèlerins qui partent sur le chemin, non plus mus par la foi, mais par ce désir de découverte et d'aller découvrir le monde. Donc, il sait déjà qu'il a des personnes qui font ça. Peut-être par le jeu de la confession, des personnes qui sont venues se confesser et qui voilà, on se dit, voilà, j'avoue, j'ai aussi envie de découvrir le monde. Il y a même un autre moine qui l'exprime aussi. On a quelques rares textes où au XIIIe siècle, on sait qu'il y a des pèlerins qui partaient pour l'envie de voir le monde. Et ça, c'était une révolution. Hmm. Mhm. Et pourquoi cette révolution à ce moment-là? Il y a eu plus de routes, elles étaient plus sûres, elles étaient... Tu as une idée? Alors, bien sûr, il y a tout un tas de circonstances. C'est pour ça que ce XIIIe siècle, pour moi, a toutes les bases pour justifier le fait que nos premiers voyageurs, ils sont nés là et que le prototourisme est né là. On l'a vu, le pèlerinage est tellement à la mode au XIIIe siècle. Là, c'est le boom des pèlerinages, hein, ça explose dans tous les sens. Il y a des milliers de pèlerins. On est même sur quelque chose d'international. C'est pour ça que je te parle de tourisme. C'est que ça vient de toute l'Europe et même des fois au-delà. C'est qu'on a des voies comme la Via Francigena qui partent de très loin, qui font des milliers de kilomètres. Ça vient d'Angleterre et d'ailleurs, de pays scandinaves. Pour Donc, arriver où, on la a Francigena? Rome. Et puis, Rome. tu as aussi, évidemment, jusqu'à Jérusalem. Donc, tu vois, là, les Templiers ont été créés pour protéger les pèlerins sur les routes de pèlerinage. Tu vois. D'accord. Mhm. Donc là, on a une masse de pèlerins qui voyagent. On a aussi, au XIIIe siècle, le développement des mollets uniques. L'écu en France en 1263, je crois. Et bref, on a un développement du commerce qui est en train d'exploser. On a un développement du commerce, pourquoi? Tout simplement parce que 12e, 13e siècle, on est sur une révolution agraire. C'est-à-dire qu'on a de nouveaux outils qui vont nous permettre de mieux développer la culture. On a aussi sur 12e et 13e siècle, on a un climat qui est ultra propice. On n'est plus sur des grands froids, etc. Et ça, avec la révolution agraire, avec la notion, le développement de la jachère de manière différente, avec un climat qui est extrêmement propice, avec la création des communes en France à son nez au XIIIe siècle, par la naissance des bourgeois. Tout ça fait qu'il y a un enrichissement de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a même des paysans qui, en fait, de par leur culture, ils s'en retrouvent avec un trop-plein et en fait, ils vont le vendre sur les marchés. Et Mhm. donc, il y a un enrichissement de l'individu qui va créer la naissance de la bourgeoisie. Ces bourgeois vont créer les communes et il va y avoir un développement particulier des communes qui va se mettre en place. Mais ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place, c'est le jeu du capitalisme finalement. Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'on est sur la dimension individuelle. Je commence à m'enrichir moi. Et donc, c'est pour ça qu'on a la création des auberges, le développement colossal des marchés, le développement du pèlerinage qui fait que du coup, il y a un commerce des gens. Donc, il y a l'accueil des pèlerins qui va être important, l'accueil du voyageur. Tout ça fait que, en fait, on a le voyage qui est en train d'exploser. Et ce voyage qui est en train d'exploser, eh bien, en fait, il entraîne tout avec lui. Et en parallèle, on est aussi la création des universités. C'est tout bête. Mais cette création des universités fait que l'enseignement de l'Église va être perdu au profit de l'enseignement des laïcs. Et ça va tout changer. C'est qu'en fait, on va commencer peu à peu à éduquer beaucoup plus de personnes. Ça ne va plus être réservé aux clercs, c'est-à-dire aux personnes du clergé ou aux nobles, mais on va commencer à avoir de plus en plus de bourgeois qui vont du coup de plus en plus comprendre le monde, se constituer en corporations, ce qu'on appelait les guildes, etc. Et donc du coup, les corporations vont devenir fortes. Preuve en est, puisque les personnes qui dirigent Montpellier au XIIIe siècle, ce sont des consuls, les 12 consuls. Et les 12 consuls de Montpellier, ce sont des artisans
tu vas avoir 2 banquiers, 2 tisserands, 2 et cetera et cetera. Finalement, tu vois, on n'est plus sur une direction qui va devenir seigneuriale, mais on va devenir une direction collégiale et là, en fait, tu comprends que cette bascule douce d'entrevoir le monde, elle se fait sur ce XIIIe siècle qui est absolument fascinant en Europe. Waouh! Trop intéressant. Ça me replonge aussi. Moi, j'ai fait d'étudier les langues germaniques, mais tu as beaucoup d'histoire D'accord. hein, dans ça, la philologie, hein, approche philologique. Et donc, oui, c'est chouette. Ça me rappelle plein de choses, ce qui m'avait passionné, mais j'avais pas eu l'occasion de creuser comme tu es en train de le faire et puis de le vivre. C'est vrai que c'est intéressant, mais je crois qu'il y a des éléments que tu dis qui sont encore présents maintenant. Hein. La première fois que tu quittes ta famille en tant que jeune pour vivre une aventure, tout à coup, tu te retrouves non plus avec les étiquettes qui te sont venues de ta famille, de ton environnement, de ce qu'on t'a collé sur le dos depuis toujours, en te voyant grandir dans un certain contexte parce que tu es issu d'eux. Tu es devenu quelqu'un de tout neuf. Enfin, tu es une page blanche pour les autres, donc ils ne te marque qu'au fer rouge de ton instant T, on va dire, c'est Oui, que tu es ouais. ce jour-là et ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est quand en plus maintenant, je veux dire, de devenir soi-même, c'est devenu tout à fait mainstream. Mais à l'époque où effectivement, on était plutôt une pièce sur un échiquier dont on dépendait entièrement et on avait juste intérêt à bien jouer son rôle, ça devait être autrement plus presque perturbant. C'est. Tout à fait. Notamment Mhm. comme tu partais, par exemple, moi, mon personnage, il partait pour sa famille, hein, Mhm. ça comme ça se faisait beaucoup. Tu laisses ta famille derrière, heu, on sait qu'il y a des personnes qui ne rentraient jamais. Il y a des pèlerins qui, par exemple, Il est beaucoup question de temps dans cet entretien, et celui-ci a filé tellement vite lors de cette discussion passionnante avec Willy Minec que plus de 2 heures se sont écoulées avant que nous ne coupions les micros. Je vous propose donc de faire escale dans le 21e siècle, ici le temps d'une semaine, et je vous retrouve mardi prochain pour replonger dans le 13e siècle avec le voyageur de l'histoire. Nous parlerons de belles surprises que révèle cette approche d'archéologie expérimentale, les choses auxquelles on ne s'attendait pas sur la route, et prolongerons notre réflexion sur ce qu'est le voyage à l'époque et de nos jours, sur l'aventure, sur ce parallèle intrigant et prodigieusement intéressant de l'émergence du voyage tel qu'on le connaît et de l'individualisme au XIIIe siècle. Alors ne rangez pas trop loin vos chapes et vos chausses, on réenfile le tout dans une semaine. À bientôt!